Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter le test statistique de comparaison de deux moyennes dans le cas où les variances sont inconnues dans les deux populations et où les échantillons sont de petite taille. Enfin, au moins un des deux échantillons est de petite taille, c'est-à-dire contient moins de 30 individus. Alors, le test que je vais présenter, en réalité, il fonctionne quelle que soit la taille des deux échantillons, mais dans la pratique, on l'utilise dans le cas où au moins l'un des deux échantillons est de petite taille. Parce que lorsque les deux échantillons sont de grande taille, c'est-à-dire contenant au moins 30 individus, on préfère utiliser un test approximatif que j'ai enseigné dans une précédente vidéo. Et ce n'est que lorsque l'un des deux échantillons est de petite taille qu'on utilise le test exact que je vais présenter ici. Mais sachez que ce test que je vais présenter aujourd'hui est un test qui fonctionne quelle que soit la taille des échantillons. Vous avez le droit de l'utiliser même si les deux échantillons sont de grande taille. Mais dans la pratique, on ne le fait pas parce que le test que je vais présenter aujourd'hui, même s'il est exact, il repose sur une hypothèse particulière qui n'a pas lieu d'exister lorsqu'on fait le test approximatif. Donc, comme c'est mieux d'éviter, enfin, quand on peut éviter de faire cette hypothèse, ben, c'est mieux. Donc, c'est pour ça qu'on préfère plutôt utiliser le test approximatif pour les tests, pour les échantillons de grande taille. Voilà. Là, je rappelle le contexte. Hein. Alors, quand les deux variances, sigma 1 au carré et sigma 2 au carré, sont connues dans les populations, eh bien, le test de comparaison des deux moyennes inconnues mu1 et mu2 se fait en utilisant la variable aléatoire U, dont l'expression est ici, et qui suit la loi normale centrée réduite. La variable aléatoire x bar 1 moins x bar 2, c'est donc la différence des moyennes observées au niveau des échantillons E1 et E2. Donc ça, c'est une variable aléatoire. Si on lui retranche sa moyenne, qui est mu1 moins mu2, et si on la divise par son écart type, qui est donc racine de variance dans la population 1 divisé par taille de l'échantillon 1, plus variance dans la population 2 divisé par taille de l'échantillon 2, eh bien, on obtient une variable U qui suit la loi normale centrée réduite. Et on fait le test avec cette variable U si les variances sigma 1 au carré et sigma 2 au carré sont connues. Donc ça a déjà été traité dans une vidéo dont le lien est ici. Je le mettrai en description de la présente vidéo. Donc, on fait le test avec U, et donc la valeur U observée, hein, calculée lorsque on suppose que mu1 est égal à mu2, bien, c'est cette valeur qui est ici, et donc on fait le test. Hein, ça a été présenté dans la vidéo, dans le lien est ici. Alors, si les variances sigma 1 au carré, sigma 2 au carré dans les populations P1 et P2 sont inconnues, et que les deux échantillons sont de grande taille, eh bien, on remplace les variances inconnues sigma au carré et sigma 2 au carré par leur estimation ponctuelle calculée. Donc là, j'ai mis un chapeau pour dire estimation ponctuelle, calculée à partir des variances S1 au carré et S2 au carré calculées dans les échantillons. Et l'expression, hein, c'est que sigma 1 chapeau au carré, c'est égal, enfin, si on le divise par N1, c'est égal à S1 au carré divisé par N1 moins 1. Pareil, hein, pour l'estimation ponctuelle de la variance dans la population P2 divisée par la taille de l'échantillon N2, ben, c'est égal à la variance S2 au carré calculée dans l'échantillon E2 divisée par taille de l'échantillon 2 moins 1. Donc, on fait dans ce cas le test avec cette variable U, alors que j'ai appelé U, mais ce n'est pas le même U qu'ici, hein, parce qu'à partir du moment où on remplace les variances dans les populations P1 et P2 qui sont inconnues par leur estimation ponctuelle, ça fait une variable qui n'a plus la même valeur numérique, qui est proche, hein, parce qu'on considère que ces estimations ponctuelles donnent justement des valeurs approchées assez fiables, mais est d'autant plus fiable que les échantillons sont de grande taille, c'est-à-dire que les échantillons deviennent représentatifs des populations P1 et P2.
C'est pour ça que cette approximation est d'autant meilleure que les échantillons sont de grande taille. Et plus la taille est importante, plus l'approximation est bonne, parce que plus cette variable-là deviendra proche de la variable qui est ici. Donc, cette variable ici, que j'ai aussi appelée U, mais il faudrait mettre U', enfin, si on les considère les deux en même temps, il faut lui mettre un autre nom. Mais quand on fait ce test-là, on utilise uniquement cette variable-là, on n'utilise pas celle-là, donc on peut l'appeler U. Eh bien, donc, cette variable U, elle suit approximativement la loi normale centrée réduite. Donc, ce test approximatif, il a été déjà traité, hein, donc je n'y reviendrai pas, dans la vidéo dont le lien est ici. Donc, moi, aujourd'hui, ce que je vais traiter, c'est comment fait-on lorsque on ne connaît pas les variances sigma 1 au carré, sigma 2 au carré dans les populations P1 et P2 et que l'approximation ici n'est pas possible parce qu'il y a au moins un des deux échantillons qui est de petite taille. Comment on fait le test? Eh bien, et donc c'est ça que je vais enseigner dans cette vidéo. Alors, le test en question, eh bien, il se fait avec une nouvelle variable dont l'expression est donnée ici. Alors, déjà, pour voir le lien avec la variable U, hein, parce que ça, c'est la base du test de comparaison de moyenne, c'est cette variable-là. Sauf qu'elle n'est pas dans la pratique utilisable lorsque les variances sigma au carré et sigma 2 au carré dans les populations P1, P2, hein, quand ces deux variances sont inconnues, cette variable, même si c'est vrai qu'elle suit la loi normale centrée réduite, elle n'est pas utilisable puisqu'on ne connaît pas sa valeur observée. Alors, ce qu'on peut déjà remarquer ici, c'est que ici, dans cette variable, si on suppose que les deux variances qui sont inconnues sont égales, hein, imaginons que les deux populations auraient des variances égales pour la variable aléatoire x hein, qu'on étudie au sein de ces populations, eh bien, l'expression de U devient, là, le sigma au carré, sigma 2 au carré, je le remplace par sigma 2, et le sigma 2, je peux le sortir de la racine, et j'obtiens juste cette variable-là. Et donc, à partir de cette variable-là, à partir donc de cette variable U, on va construire une nouvelle variable T, qui, vous voyez, c'est exactement la même expression que celle-ci, sauf que j'ai remplacé sigma. Alors, sigma, c'est quoi? C'est l'écart type commun aux deux populations P1 et P2, qui est ici, si on est dans ce contexte-là, est connu, mais dans ce contexte ici, est inconnu. Donc, on va remplacer cet écart type commun aux deux populations, sigma, puisque ici, il est inconnu, on va le remplacer par son estimation ponctuelle. Et son estimation ponctuelle, elle est donnée par cette formule. C'est-à-dire qu'on remplace sigma par son estimation ponctuelle, dont la formule est donnée ici. Je rappelle que S1 au carré et S2 au carré sont des variables aléatoires qui correspondent aux variances dans les échantillons E1 et E2. Donc, sigma chapeau est aussi une variable aléatoire. Et donc, si on remplace sigma par sigma chapeau, si on remplace l'écart type commun aux deux populations supposées communs, parce qu'on est sous cette hypothèse-là, hein, si on remplace cet écart type commun aux deux populations par son estimation ponctuelle, dont la formule est donnée ici, on obtient une nouvelle variable aléatoire, ce qui ne va pas avoir la même valeur numérique, puisqu'on a remplacé sigma par sigma chapeau, mais qui va être proche numériquement de celle-ci. T va être proche numériquement de U. Et on démontre que du coup, ça va suivre forcément une loi qui va être assez proche de la loi normale centrée réduite, puisque ces deux variables sont proches. Et il s'avère que cette loi, c'est une loi de Student, dont le nombre de degrés de liberté vaut N1 plus N2 moins 2. Alors ça, je vais vous le démontrer. Là, je vais faire une petite introduction théorique pour vous le démontrer. Comment on passe de ça à ça. Et vous voyez qu'ici, dans cette variable, tout est accessible par l'expérience, puisque ce nombre ici, c'était l'estimateur ponctuel, on peut le calculer. Hein, toutes ces données, elles sont connues. Donc, on a la valeur de T observée hein, sous H0. C'est cette valeur-là et elle est connue. Donc, on va faire le test avec la variable T. Alors là, je vous explique pourquoi est-ce que T suit la loi de Student. Là, je fais 5 minutes de cours théorique pour vous dire pourquoi. Donc, je vous rappelle au départ qu'on étudie donc une variable aléatoire qui se note x1 dans la population P1 et qui
est supposé suivre la loi normale de moyenne mu1 et de variance sigma au carré. Donc, la moyenne dans l'échantillon de taille 1, de taille N1, suit la loi normale de même moyenne, mais de variance divisée par la taille de l'échantillon. Hein, ça se démontre. Ce qu'on montre aussi, c'est que la variable qui correspond à la taille de l'échantillon E1 multipliée par sa variance divisée par la variance dans la population P1, c'est une variable aléatoire qui suit la loi du Qui2 à N1 moins 1 degré de liberté. Ça se démontre. La démonstration est assez complexe, mais ça se démontre. Hein. Ça se démontre dans le chapitre sur la conformité d'une variance. Test de conformité d'une variance. Alors, on fait pareil pour l'échantillon E2, hein, où la moyenne dans l'échantillon E2 de la variable x qu'on étudie, eh bien, suit une loi normale de moyenne mu2, qui est la même qu'ici, et de variance sigma 2 au carré sur n2, où sigma 2 au carré, c'est la variance dans la population P2. Et pareil, on considère la variable n2 s2 au carré sur sigma 2 au carré, dont on montre qu'elle suit la loi du Qui2 à n2 moins 1 degré de liberté. Ça, c'est quelque chose qui se montre quand on étudie le test de conformité d'une variance. Ensuite, on suppose que x1, x bar 1 et x bar 2 sont indépendants. Les échantillons E1 et E2 sont indépendants parce que les populations P1 et P2 sont indépendantes. Et donc, de ce fait, la différence entre x bar 1 moins x bar 2 suit la loi normale de moyenne mu1 moins mu2 et dont la variance, c'est la somme des variances ici. Bien la somme, même si ici on fait une différence, ici les variances s'additionnent. Donc, si on retranche à x bar 1 moins x bar 2 sa moyenne, puis on la divise par son écart type, on obtient une variable u qui suit la loi normale centrée réduite. Et ça, c'est avec ça qu'on fait le test lorsque les variances sigma au carré, sigma 2 au carré sont connues. Donc ça a déjà été traité dans cette vidéo, donc je n'y reviens pas. Donc, je rappelle ici que lorsque les variances sont inconnues, mais que les deux échantillons sont de grande taille, on remplace les variances sigma au carré, sigma 2 au carré dans les populations P1 et P2 par leur estimation ponctuelle sigma 1 au carré chapeau et sigma 2 carré chapeau, que l'on calcule à partir des variances S1 au carré et S2 au carré calculées dans les échantillons E1 et E2. Donc ça, c'est le test approximatif, puisque cette variable U, qui est U' par rapport à ça, c'est une autre variable, suit approximativement la loi normale centrée réduite. Donc ça a déjà été traité dans cette vidéo, donc je n'y reviens pas. Maintenant, ce qui est nouveau, c'est que lorsque les variances dans les populations de P1 et P2 sont inconnues, et qu'au moins l'un des deux échantillons est de petite taille, on ne peut pas faire l'approximation considérée ici. Donc, on effectue le test avec une variable t qui est construite de la manière suivante. D'abord, on introduit Qui2, qui est la somme de Qui1 au carré plus Qui2 au carré, qui est la somme de ces deux variables. Donc, cette variable, elle va suivre une loi du Qui2 dont le nombre de degrés de liberté, parce que chacune de ces deux variables, Qui1 au carré et Qui2 au carré, suivent une loi du Qui2. Chacune avec comme nombre de degrés de liberté K1 et K2. Donc, quand on fait la somme de deux variables qui suivent des lois du Qui2 qui sont indépendantes l'une de l'autre, ce qui est le cas ici, Qui1 et Qui2 sont indépendantes l'une de l'autre, eh bien, on obtient une loi du Qui2 dont le nombre de degrés de liberté vaut K1 plus K2. Donc ici, N1 moins 1 plus N2 moins 1. Donc ça fait N1 plus N2 moins 2. Alors, les variables x bar 1 x bar 2 sont indépendantes des variables S1 au carré, S2 au carré. Et on considère que les moyennes dans les échantillons sont indépendantes des variances dans les échantillons. Et donc U, qui est construit à partir de x bar 1 et x bar 2, du coup, est indépendante de la variable Qui2, qui est construit à partir de S1 au carré et S2 au carré. L'indépendance qui est ici implique l'indépendance qui est ici. Donc, on a U indépendant de Qui2. Donc, on peut maintenant construire T qui est défini, ça c'est la définition de T, comme U divisé par racine de Qui2 divisé par son nombre de degrés de liberté, N1
plus N2 moins 2. Donc là, on a une variable T qui se construit comme U, qui suit une loi normale centrée réduite, divisé par racine d'une variable qui2 qui suit une loi du qui2 dont le nombre de degrés de liberté est donné ici. Ben, ça, c'est par définition une loi de Student. Donc, T suit forcément une loi de Student, parce qu'une variable suit une loi de Student si, par définition, elle peut s'écrire comme une variable qui suit une loi normale centrée réduite divisée par la racine d'une variable qui suit une loi du qui2 que l'on divise par son nombre de degrés de liberté, le nombre de degrés de liberté associé à la loi du qui2. Donc, maintenant, il suffit de réécrire cette expression en fonction de x bar 1, x bar 2, et puis en fonction des variables S1 au carré, S2 au carré. Donc, là c'est purement mathématique. Là, il n'y a pas de raisonnement particulier. C'est juste là, je remplace U par son expression. Je remplace qui2 par son expression, qui est la somme ici. Et donc là, je divise par deux racines. Donc, je peux faire diviser par le produit des deux racines. Voilà. Et c'est ici que l'hypothèse d'égalité des valences devient nécessaire parce que sinon, on ne pourra pas simplifier cette expression. Je vous rappelle qu'ici, les variances sigma au carré, sigma 2 au carré sont inconnues. Donc, une variable comme ça, ce n'est pas utilisable pour un test parce qu'on ne peut pas connaître sa valeur observée. Donc, la seule manière de s'en sortir, là, c'est une contrainte, je dirais, mathématique. Pour pouvoir arriver à une variable dont on connaît la valeur observée, il va falloir faire disparaître les valeurs qui sont inconnues, à savoir les variances sigma au carré, sigma 2 au carré dans les populations P1 et P2. Et pour le faire, la seule possibilité qui se présente, c'est de supposer que ces deux variances inconnues sont égales. Si on suppose qu'elles sont égales, et donc du coup, je vais juste nommer ces deux variances sigma 2, eh bien ici, je réécris donc cette formule en remplaçant les deux variances inconnues par sigma 2. Et ensuite, là, le sigma 2 qui est rouge, là, je peux le mettre en facteur, donc là, 1 sur sigma 2. Et de même, le sigma 2 qui est bleu, je peux le mettre en facteur, il apparaît ici. Et du coup, les sigma 2 disparaissent. Sigma 2 sur sigma 2, ça fait 1. Et je me retrouve avec une expression où toutes les valeurs sont connues. Il n'y a plus aucune valeur, les variances inconnues dans les populations a disparu. Et donc, cette variable, là, la racine avec le quotient rouge, je le mets à part. C'est ce fameux sigma chapeau qui est un estimateur ponctuel de sigma. Alors, pourquoi est-ce que sigma chapeau, c'est un estimateur ponctuel de sigma, écart type supposé commun des deux populations? Eh bien, ça vient des considérations que je présente là maintenant. Je rappelle d'abord qu'un estimateur de la variance sigma au carré dans la population P1, c'est donné par cette formule. Ça se voit dans le chapitre sur l'estimation ponctuelle d'une moyenne, d'une variance, d'une proportion. Et ça se démontre. On démontre que cet estimateur, c'est un estimateur sans biais, c'est-à-dire que l'espérance de cette variable aléatoire, on démontre qu'elle est égale à la variance en question. Ça se démontre. Donc, du coup, le biais de cet estimateur, alors c'est quoi le biais d'un estimateur? C'est la différence entre son espérance et la valeur que l'estimateur est censé estimer. Donc là, si on fait la différence entre cette espérance, qui est là, moins la valeur qu'on cherche à estimer, on trouve 0. Donc le biais, il est nul. De la même manière, pour la population P2, un estimateur de la variance dans la population P2 est donné par cette variable aléatoire, dont l'espérance vaut justement la variance qu'on cherche à estimer. Donc, du coup, c'est un estimateur sans biais, parce que le biais, c'est la différence entre l'espérance de cette variable aléatoire moins la valeur qu'on cherche à estimer, et ça fait 0. Donc, c'est un estimateur sans biais. Et bien maintenant, si je construis sigma chapeau au carré, qui est, d'après la formule qui est ici, ce qui est à l'intérieur de la racine. Si je prends ce nombre-là, eh bien, N1 S1 au carré, c'est quoi? C'est N1 moins 1 multiplié par sigma 1 chapeau au carré. Pareil pour N2 S2 au carré, c'est égal à N2 moins 1, d'après cette formule, multiplié par sigma 2 chapeau
au carré. Et maintenant, si je prends l'espérance de cette variable aléatoire, eh bien, ça va faire donc, n1-1 multiplié par l'espérance de cette variable aléatoire, que je mets là, plus n2-2 multiplié par l'espérance de cette variable aléatoire. Et les espérances en question, ben, elles sont connues, hein, elles valent, parce que c'est des estimateurs sans biais, donc elles valent ben, justement sigma au carré, sigma 2 au carré. Les deux variances inconnues, mais ici supposées égales, et supposées égales à sigma 2, donc je les remplace par sigma 2. Et ensuite, le sigma 2, je peux le mettre en facteur, et j'obtiens que le quotient devant le sigma 2, il vaut 1. Donc, j'obtiens juste sigma 2. Donc, l'espérance de cette variable aléatoire, elle vaut la variance inconnue supposée égale dans les deux populations. Donc, du coup, sigma chapeau au carré, c'est bien un estimateur sans biais de la variance inconnue et supposée égale dans les deux populations. Voilà. Alors, j'ai terminé cette introduction théorique et maintenant, je vais traiter l'exercice. Donc, les poids à la naissance de deux lots de veaux de races différentes sont les suivants en kilogrammes. Au vu de ces échantillons, peut-on considérer au seuil de risque 0,01 que le poids moyen d'un veau dépend de sa race? Donc, on veut savoir si mu1 est différent de mu2. Si on considère le poids moyen dans la population P1 des veaux de race partenaise, hein, qui sera mu1, est-ce qu'il est égal ou différent du poids moyen mu2 des veaux de race charolais? Et là, on a des échantillons E1 et E2 qui ont été extraits des populations de P1 et P2. Donc là, la question 1 se fera avec le test bilatéral. Est-ce que mu1 est égal ou différent de mu2? Et pour le test 2, on fera un test bilatéral, puisque là, on cherche à savoir si le poids moyen est plus élevé. Donc, on cherche à savoir si mu1 est plus grand que mu2. Alors, l'introduction de l'exercice, qui sera commune au test bilatéral et unilatéral, c'est d'abord qu'on définit les populations. Donc là, population P1 des veaux de race partenaise. La variatoire, c'est le poids d'un veau, qui est une variatoire x1, qui suit la loi normale de moyenne mu1 inconnu et de variance sigma 1 au carré inconnu. Pareil pour la population P2 des veaux de race charolaise. La variatoire, c'est le poids d'un veau, et on suppose que cette variatoire x2, elle suit une loi normale de moyenne mu2 inconnu et de variance sigma 2 au carré inconnu. On va calculer les moyennes dans les moyennes et écart type dans les deux échantillons. Donc là, vous allez dans menu 2. Vous effacez les listes 1 et liste 2 avec ici F4. Hein, vous vous placez dans la liste que vous voulez passer avec F4 pour del all et yes pour confirmer. Bon, là, moi, je fais no parce que j'ai déjà mis les valeurs, donc je ne veux pas les perdre. Et ensuite, vous faites pareil pour liste 2. Vous placez dans liste 2. Vous faites F4 pour del all et F1 pour supprimer la liste pour la rendre disponible pour faire l'exercice. Voilà. Une fois que vous avez entré les valeurs, hein, là, je les ai toutes rentrées. Alors, je vous rappelle les valeurs en question. Elles sont ici. Hein, vous pouvez faire un arrêt de la vidéo pour rentrer les valeurs. Et là, moi, je poursuis en supposant que vous les avez entrées dans les listes 1 ici et liste 2 ici. Donc, une fois que c'est fait, vous allez dans Calque, 7. Alors, pour le premier échantillon, là, on va mettre liste 1, entrée. Ici, pour les fréquences, vous mettez 1 qui est ici. Et ensuite, vous faites un var. Et là, vous avez la moyenne dans l'échantillon E1 et l'écart type sigma x dans l'échantillon E1. Et là, c'est l'estimation ponctuelle de l'écart type dans la population P1. Donc, ces valeurs, on va les mettre en mémoire dans A, B, C. Donc, on va dans menu 1, var, stat, x, xbar, on le met en mémoire dans A. Sigma x, on le met en mémoire dans B.
Et ensuite, Sx, on le met en mémoire dans C. Alors, je vous rappelle le lien entre B et C. C'est que si vous prenez B et que vous multipliez par la racine, donc la taille de l'échantillon 14 divisé par la taille de l'échantillon moins 1, on obtient une estimation ponctuelle de l'écart type dans la population P1. Alors, on fait pareil maintenant pour le deuxième échantillon. Donc, dans Calc 7, là, on va mettre liste 2, entrée. Là, les fréquences, c'est toujours égal à 1 et 1 var. Et là, vous avez les valeurs pour le deuxième échantillon. Donc, on va les mettre en mémoire. Donc, on va dans var, stat x, et x bar, on le met en mémoire dans D. Ensuite, l'écart type, on le met en mémoire dans E. Et l'estimation ponctuelle de l'écart type de la population P2, on va le mettre dans F. Et le lien entre E et F, c'est que si vous prenez E et que vous multipliez par la taille de l'échantillon 12 divisé par taille de l'échantillon moins 1, vous obtenez l'estimation ponctuelle de l'écart type dans la population P2. On fait pareil avec la TI. Vous allez dans Stat, alors 4, et là, vous effacez les listes 1 et liste 2. Entrée. Là, moi, je ne le fais pas. Je ne fais pas entrée parce que j'ai déjà rentré mes valeurs. Mais vous pouvez le faire pour avoir vos listes disponibles pour faire. Donc là, vous rentrez les valeurs en question. Elles sont ici, les valeurs. Celle-ci dans liste 1 et celle-ci dans liste 2. Une fois que c'est entré, vous allez dans Stat, Calc 1. Les valeurs sont dans liste 1. Liste fréquence, vous laissez vide, ça fera 1. Et là, vous avez les valeurs en question. On va les mettre en mémoire. Donc, var 5. X bar, vous le mettez en mémoire dans A. Ensuite, Sx, enfin sigma x, vous le mettez en mémoire dans B. Et Sx, vous le mettez en mémoire dans C. Le lien entre B et C, c'est que si vous prenez B et que vous multipliez par la taille de l'échantillon divisé par taille de l'échantillon moins 1, vous obtenez C. Ensuite, on fait pareil avec le deuxième échantillon. Donc là, liste 2, entrée, entrée, voilà. Et on met en mémoire les valeurs. Pardon, c'est var stat. Donc x bar, on va le mettre en mémoire dans D. Sigma x, on le met en mémoire dans E. Et Sx, on met en mémoire dans F. Le lien entre E et F, c'est que si vous prenez E et que vous multipliez par taille de l'échantillon divisé par taille de l'échantillon moins 1, vous obtenez F. Voilà. Donc, là, voilà les grandeurs, les valeurs que vous devez obtenir. Les mises en mémoire. Et on poursuit. Donc, les variables aléatoires x bar 1 et x bar 2 sont supposées indépendantes. Donc, leur différence suit une loi normale de moyenne mu1 moins mu2 et de variance égale à la somme des variances, donc sigma au carré sur n1 plus sigma 2 au carré sur n2. Parce que x bar 1 tout seul suit la loi normale de moyenne mu1 et de variance sigma au carré sur n1, et x bar 2 tout seul,
ici, suit la loi normale de moyenne mu2 et de variance sigma 2 au carré sur N2. Donc, comme les échantillons ont une taille inférieure à 30, il y en a au moins un des deux, là il s'avère que c'est les deux qui ont une taille inférieure à 30, eh bien, on suppose que les deux écarts-types dans les deux populations qui sont inconnues, on va supposer qu'ils sont égaux. Alors, égaux, et on va les estimer par l'estimateur ponctuel sigma chapeau, dont la formule est donnée ici. Donc, pour calculer ça, je vous rappelle que S1 a été mis en mémoire dans B et que S2 a été mis en mémoire dans E. Donc, on le fait. On va faire donc racine. Alors là, vous pouvez utiliser la touche mise en quotient, comme ça c'est plus lisible. Donc, vous faites 14b au carré plus 12e au carré. Et ici, vous faites donc n1, 14, plus n2, 12, moins 2. Ensuite, avec la flèche de direction, vous sortez de la racine. Ensuite, flèche de mise. Ah non, là, je ne suis pas sorti de la racine. Ici, il faut sortir deux fois. Flèche de mise en mémoire, et on va mettre en mémoire cette sigma chapeau dans G. On va faire pareil avec la TI, donc racine, et puis là, je peux utiliser la touche fraction, et donc 14b au carré plus 12e au carré, le tout divisé par 14 plus 12 moins 2. Flèche de direction pour sortir de la racine, donc je dois faire deux fois la touche de direction pour sortir de la racine. Ensuite, la flèche de mise en mémoire, alpha G entrée. Voilà, la valeur de l'estimation ponctuelle de l'écart type inconnu, mais supposé égal dans les deux populations. Et l'objet du test, c'est de comparer les moyennes inconnues mu1 et mu2. On démarre avec le test bilatéral. L'hypothèse nulle, c'est de supposer que les poids moyens des veaux sont les mêmes pour les deux races, donc mu1 est égal à mu2. Et l'hypothèse alternative H1, c'est de supposer que ces deux poids moyens sont différents, donc que le poids moyen dépend de la race. Ensuite, on va calculer la valeur T théorique. Donc, sous H0, la variable aléatoire T, qui est la différence entre les moyennes dans les échantillons E1 et E2, divisé par son écart type approché, qui est donné par sigma chapeau, multiplié par racine de 1 sur N1 plus 1 sur N2, et bien cette variable, elle suit la loi de Student dans le nombre de degrés de liberté, vaut N1 plus N2 moins 2. Donc, la valeur K du nombre de degrés de liberté, on va le mettre en mémoire dans K. Donc, 14 plus 12 moins 2, on le met en mémoire dans K. Donc, ça fait 24. Et là, pareil, 14 plus 12 moins 2, on met en mémoire dans K. 24. La confiance vaut 0,01, donc, non, pardon, le risque vaut 0,01, donc la confiance vaut 0,99. La figure, l'axe des abscisses, c'est la variable T, qui est donnée ici, et F en indice 24 pour le nombre de degrés de liberté de T, c'est la fonction densité de probabilité de la variable T qui correspond à la loi de Student à 24 degrés de liberté. Donc, c'est une courbe parfaitement symétrique par rapport à l'axe des heures données. C'est une courbe qui ressemble beaucoup à la loi normale centrée réduite. Là, avec l'échelle qui est ici, on ne verrait quasiment pas de différence entre les deux courbes, avec un nombre de degrés de liberté de 24. Enfin, oui, ce serait une différence très, très faible. Et on cherche la liberté théorique qui va... Donc, l'air sous la courbe, c'est 1. Et cette R, on la divise en lumière centrale qui vaut 0,99 et l'air restant de 0,01, on la répartit de manière équitable à gauche et à droite. Donc, alpha sur 2, 0,05 à gauche et pareil à droite.
T théorique, c'est la valeur qui se lit sur l'axe des abscisses à ce niveau ici. Donc, il va se calculer avec la fonction inf_t de la calculatrice. Donc, on y va. Option F5 pour stat, F3 pour distribution, F2 pour t, F3 pour inf_t. Et là, on met l'aire à droite de la limite qu'on cherche, donc 0, 0, 5. Et ensuite, on met le nombre de degrés de liberté, c'est k. Et cette valeur, on la met en mémoire dans t. Donc, on trouve 2,797. Pareil ici. Seconde var pour distribution. Inf_t, c'est le numéro 4. Et là, par contre, il faut mettre l'aire à gauche de la limite qu'on cherche. Donc, 0,995. Et le nombre de degrés de liberté, c'est k. Entrée, entrée. Et ça, on le met en mémoire dans t. 2,797. Ensuite, calcul de t observé. Donc, la formule est ici. Donc, avec les lettres. Alors, je vais d'abord calculer le dénominateur séparément parce que j'en aurai besoin de ce dénominateur pour les intervalles de confiance. Donc, autant calculer une seule fois le dénominateur. On va le mettre en mémoire dans S. Donc, on y va. Le dénominateur d'abord. Donc, sigma chapeau, c'était G. Et multiplié par racine. Alors là, je peux mettre des mises en fraction. 1 sur N1. Donc, N1, c'est 14. Plus 1 sur N2. Et ça, je vais le mettre en mémoire dans S. Après, pour avoir T observé, eh bien, je vais faire donc x bar 1 moins x bar 2, donc c'est A moins D, et je le divise par S. Et cette valeur, je vais la mettre en mémoire dans V, pour la valeur observée. Voilà, 0,164. On fait pareil avec la TI. Donc, sigma chapeau, pour le dénominateur tout seul, d'abord, c'est G, multiplié par racine, les fractions, donc 1 sur N1, donc 14, plus 1 sur N2, 12. Cette valeur, je la mets en mémoire dans S. Et ensuite, pour avoir T observé, eh bien, je vais faire A moins D pour x bar 1 moins x bar 2, le tout divisé par S. Et donc, cette variable-là, c'est T observé que je mets en mémoire dans V. Voilà, 0,164. Alors, ensuite, je calcule la valeur P. Alors, qu'est-ce que c'est la valeur P? C'est l'aire en dehors de l'intervalle moins T observé, T observé. Donc, c'est l'aire à droite de T observé plus l'aire à gauche de moins T observé. Donc, pour calculer cette aire, eh bien, j'utilise la fonction TCD de la calculatrice. Donc là, je vais faire 1 moins TCD et je vais intégrer depuis moins V jusque V. Et je précise que le nombre de degrés de liberté de cette loi de Student, c'est K. Ça me donne P 0,871. Pareil ici, 1 moins seconde var pour distribution, student frep, et j'intègre depuis moins V jusque V. Et le nombre de degrés de liberté, c'est K. Entrée, et je trouve bien 0,871. Alors, je peux retrouver ces valeurs de T observé et de P avec la fonction test de la calculatrice. Donc, je vais le faire d'abord avec la Casio.
Donc, je vais dans menu 2, F3 pour test, F2 pour test T, c'est-à-dire avec une loi de student, F2 pour 2 échantillons, là, var, pour data var, variable. L'hypothèse H1, c'est mu1 différent de mu2, donc je mets un différent. X bar 1, je l'ai mis en mémoire dans A. SX1, c'est l'estimation ponctuelle de l'écart type dans la population P1, je l'ai mis en mémoire dans C. La taille du premier échantillon, 14. Moyenne X bar 2, donc je l'ai mis en mémoire dans D. SX2, c'est estimation ponctuelle de l'écart type dans la population P2, je l'ai mis en mémoire dans F. Taille du deuxième échantillon, 12. Alors, pooled, c'est est-ce que je groupe ou pas les deux échantillons? En fait, est-ce que je fais l'hypothèse d'égalité des variances, oui ou non? Donc là, la réponse, c'est oui. Donc, il faut mettre F1 pour on. Parce qu'il existe une autre manière de faire, mais bon, j'en dirai 2 mots, mais nous, on mettra le pooled tout le temps à on. Là. Pooled, ça veut dire la mise en commun. Là, c'est pour calculer le sigma chapeau, qui est l'estimation ponctuelle de sigma 1 égale sigma 2. Hein. Quand on fait cette démarche-là, qui est justement celle que je présente dans cette vidéo, il faut mettre on. Donc là, il faut absolument mettre on. Ça veut dire on suppose que les deux écarts types, sigma 1 et sigma 2, sont inconnus, sont égaux. Donc, c'est pour ça qu'on dit on. Et ensuite, eh bien, F1 pour calque. Et voilà, j'ai les valeurs qui apparaissent de T observé, ici, et ici, la valeur P. Là, si on... Donc là, c'est le cas, hein, nombre de degrés de liberté, N1 plus N2, moins 2. Le sigma chapeau, il est là, hein, qu'on avait mis en mémoire dans G. Il est calculé ici par la calculatrice dans cette valeur SP. Voilà. Alors, là, vous pouvez faire donc exit et vous pouvez faire draw. Il vous présente la loi de student et la valeur P, c'est l'air bleu. Sa valeur, elle est là, P. Et on peut aussi avoir la valeur T observée, c'est T, qui est ici et ici. Alors, attention que cette valeur T observée, elle se lit au niveau de l'axe des abscisses. Hein. C'est l'abscisse du point ici. Il est là. Voilà. Alors, ça, c'est juste beau à voir. Hein. Mais le problème quand on fait des courbes, c'est que, vous voyez ces valeurs, la T et P qui viennent d'afficher, le problème, c'est qu'il vient de les mettre en mémoire dans T et P de la calculatrice. Ça, c'est à savoir. Et aussi, donc c'est pour ça qu'il faut éviter d'utiliser les T et P quand vous mettez en mémoire des valeurs. Tout comme il ne faut jamais utiliser les valeurs X et Y pour mettre en mémoire des valeurs, parce que ces valeurs sont perdues, écrasées. Quand vous faites des courbes, les variables X et Y sont utilisées pour faire la courbe. Donc là, vous voyez, si on retourne dans menu 1, eh bien, dans P, alors P, je ne l'avais pas utilisé, mais maintenant, j'ai la valeur P. Et T, que j'avais utilisé, je l'ai perdu. Donc, il va falloir le réactiver. Ou alors, il aurait fallu sinon ne pas utiliser T, mais ce n'est pas grave. Hein. T, il suffit de le réactiver comme ça. Hop, vous faites entrer. Et là, vous voyez, la valeur T est à nouveau avec la valeur du théotérique en question. Voilà. Alors, maintenant, je vais faire pareil. Ah oui, alors, peut-être avant de montrer pour la TI, je reviens là sur ce test-là, donc menu 2, test, T. Hein. Je montre juste, en fait, si là, vous ne mettez pas le pool à on, vous le mettez à off, et donc vous faites entrer, eh bien, il va faire un test qui est différent. Donc là, je ne vais pas enseigner. Il utilise une autre variable aléatoire.
Et donc, il va obtenir une valeur T observée légèrement différente et une valeur de P légèrement différente, mais assez proche. Alors ça, je peux le montrer. Bon, déjà, là, bon, là, les données en question, c'est si on a bien mis pooled à on, et c'est ce que vous devrez toujours faire. Il faut supposer que les deux écarts types sigma 1 et sigma 2 sont égaux dans les deux populations et qui sont estimés par sigma chapeau, dont j'ai donné la formule et qui est calculée ici. Donc ça, c'est important de toujours le mettre à on. La valeur T observée, c'est bien exactement la même qu'on avait trouvée et mis en mémoire dans V. La valeur P, c'est bien exactement la même qu'ici. Là, c'est le graphique, ici. Alors, simplement, là, je fais juste une remarque. Alors, je ne vais pas le faire en détail avec la calculatrice, mais juste pour que vous sachiez que ça existe. Mais je n'en dirai pas plus. C'est que si vous mettez pool sur off, eh bien, la calculatrice, elle fait un test qui est différent avec une autre variable aléatoire, T', dont la formule est donnée ici, qui suit aussi une loi de student. Donc là, quand on fait ce test-là, avec pool sur off, on ne suppose pas que les écarts types sont égaux dans les deux populations. Et on a une autre variatoire qui est donnée ici et dont on montre qu'elle suit une loi de student avec un nombre de degrés de liberté qui n'est pas un nombre entier, qui est un nombre assez compliqué, qu'on calcule comme ça, avec R qui est lui-même calculé par cette formule. Donc là, si on calcule en détail, vous pourrez le faire si vous voulez, là je ne vais pas le faire, mais si vous calculez ce fameux nombre R et ensuite le nombre de degrés de liberté L, on obtient cette valeur. La valeur de cette variable observée, ben, on la calcule comme ça, hein, je l'ai mis ici en mémoire dans U. Et pour la valeur P, ben, c'est toujours 1 moins TCD. Et là, cette fois-ci, vous intégrez entre moins U et U. Et le nombre de degrés de liberté, c'est plus K, c'est L. Et vous trouvez donc une valeur P qui est ici. Et donc, ces valeurs-là, c'est celles qu'on va retrouver si vous mettez pooled à off. Si vous mettez pooled à off, ben, la valeur T observée, ce sera donc la valeur qui est ici, qu'on retrouve ici. La valeur P, ce sera celle qui est là. Et le nombre de degrés de liberté, 18,11, c'est la valeur qu'on avait trouvée. Donc, voilà les valeurs qu'on trouve si on met pooled à off, c'est-à-dire si on ne fait pas l'hypothèse d'égalité des écarts types. Mais cette façon-là à gauche, ce n'est pas celle que moi j'enseigne. Moi, je demande, j'enseigne à mes étudiants d'utiliser cette méthode-là. Donc, on suppose que les écarts types sigma 1 et sigma 2 sont égaux, donc ce qui correspond à pooled mis à on, et on calcule sigma chapeau, qui est l'estimation ponctuelle de sigma 1 égale sigma 2, qui est ici. Et dont il n'y a pas d'équivalent de cette valeur-là pour le test qui est présenté ici à gauche. Et donc, les valeurs P et T, ce sont celles-ci. Un petit peu différentes de celle-là, mais voilà, nous, on fera le test de cette manière-là. Alors, maintenant, avec les TI. Donc, je vais dans Stat, Test. Je recommence pour que vous ayez bien l'historique des touches. Donc, je fais dans Stat. Ensuite, je vais dans Test. Et là, je choisis le numéro 4 pour T, test 2 échantillons. Donc, on peut le faire avec données ou stat. Donc, on va le faire avec données d'abord. Donc là, je choisis données, entrée. Donc, les valeurs sont dans liste 1 et dans liste 2. Les fréquences valent 1. Et l'hypothèse, c'est bien mu1 différent de mu2. Donc, je me place là-dessus. Entrée pour valider ce choix. Alors, grouper, ben oui, hein, c'est pareil pour le pool de on-off pour la Casio. Là, c'est groupé oui ou non. Donc là, vous devrez mettre un oui. Toujours oui. On suppose que sigma est égal à sigma 2 et que c'est estimé par sigma chapeau. Donc, le groupé, il faut le mettre à oui. Ensuite, calculer. Voilà. Donc, il vous donne ici la valeur T observée, ici la valeur P. Voilà. Donc,
si on retourne dans le test, là, 4, on peut faire dessiner. Donc là, il va dessiner la loi de student et il va faire apparaître la valeur T et la valeur P. Donc, voilà, le T observé qu'on lit ici et la valeur P, c'est l'air assuré en bleu. Voilà. Alors, on peut faire pareil avec stat. Si je vais dans stat entrée, il entre directement toutes les valeurs de la statistique. Donc, comme ça, tout ça, c'est déjà rentré. Ici, la moyenne, l'hypothèse H1, c'est bien mu1 différent de mu2, entrée. Le groupé, il faudra toujours le mettre à oui, correspond à l'égalité des écarts-types sigma 1 égale sigma 2. Voilà. Et calculer. Et on obtient exactement la même chose. Et le graphique, ce serait le même. Voilà. Alors, on peut là aussi faire avec, je vais dans Stat, Test, numéro 4. Là, je peux tout faire pareil, mais si je mets non pour grouper, là, je montre juste qu'on peut le faire, mais et donc le test, il va être différent. On va trouver des valeurs T et P légèrement différentes. Voilà. Donc, c'est ce que je présente ici. Donc là, les touches sur lesquelles il faut appuyer pour utiliser la fonction test. Les valeurs obtenues. Et on trouve bien ce qu'on avait trouvé. Vous voyez, pour T observé, c'est bien exactement le même que ce qu'on avait mis en mémoire dans V. La valeur P, c'est bien la même qu'ici. Alors, si jamais... Alors oui, là, c'est le graphique avec T et P. Alors là, les valeurs T et P, il ne les met pas en mémoire dans T. Donc là, si vous voyez, si vous retournez et que je fais P, alors P, de toute façon, je n'avais pas utilisé cette... mais le T, vous voyez, il n'est pas perdu, c'est toujours la valeur T. Contrairement au Casio, là, les valeurs P et T ne sont pas utilisées pour le graphique. Donc, simplement, si on choisit grouper à non, eh bien, la calculatrice utilise cette variable aléatoire qui suit une loi de Student dont le nombre de degrés de liberté est donné ici. Donc, c'est exactement les mêmes formules qu'avec la Casio. Donc, on peut les calculer. On trouve un nombre de degrés de liberté égal à 18,11 et quelques. On peut calculer la valeur T' observée, qui vaut 0,158. Et on peut calculer la valeur P. Donc, on trouve une valeur P légèrement différente de celle lorsqu'on suppose que les écarts-types sont égaux. Et on trouve aussi une valeur T observée légèrement différente. Donc, moi, la partie gauche, je ne l'enseigne pas, simplement, je vous indique que ça existe. C'est une démarche qui peut éventuellement être étudiée, mais bon, moi, je n'ai pas étudié ce test-là. Moi, celui que j'enseigne, c'est celui de droite. Donc, c'est comme ça que je souhaite que mes étudiants fassent le test de comparaison des deux moyennes lorsque les variances sont inconnues à la population et que au moins l'un des deux échantillons est de petite taille. Alors, ensuite, règle de décision. Bien, si T est dans la zone de confiance correspond à P plus grand qu'alpha, on accepte H0. Si T observé n'est pas dans la zone de confiance correspondant à P inférieur ou égal à alpha, on rejette H0, on accepte H1. Donc ici, la valeur T observée, c'est 0,164. Eh bien, elle est bien dans l'intervalle de confiance, correspondant à une valeur P qui est plus grande que le risque alpha, qui ici vaut 0,01. Donc, on accepte H0 correspondant à l'égalité des poids moyens des veaux dans les deux races. Donc, au seuil de risque 0,01, on peut considérer que le poids moyen d'un veau ne dépend pas de sa race. Et là, c'est très net, puisque la valeur P est très grande. Donc, il n'y a aucun doute que c'est bien l'hypothèse H0 qu'on doit accepter.
Parce que pour accepter l'hypothèse H1, il faudrait que alpha soit plus grand que P. Écrit ici. Donc, faudrait, alors, sachant que alpha ne peut pas dépasser 0,05, c'est strictement impossible qu'il dépasse P. Donc là, c'est très net que le poids moyen est... On ne peut pas, avec les données expérimentales qu'on a, considérer que le poids moyen est différent dans les deux populations. Ça veut dire que la différence de poids qu'on a observée au niveau des échantillons eh bien, n'est pas significative. Je rappelle que dans le premier échantillon, c'était 44,4 kg et dans le deuxième échantillon, 44 kg. Donc, il y avait un écart de 357 grammes entre les deux échantillons. Cet écart n'est pas du tout significatif. On ne peut pas du tout, à partir de cet écart de 357 grammes entre les poids moyens des veaux dans les deux échantillons, en déduire qu'il y aurait une différence de poids moyen dans les populations. Cet écart est beaucoup trop faible. Surtout, en plus, là, comme on travaille justement avec des échantillons de petite taille, le phénomène de fluctuation d'échantillonnage, il est beaucoup plus fort. Donc, l'écart observé, 357 grammes, est vraiment beaucoup trop faible pour pouvoir en déduire qu'il y aurait un écart des poids moyens des veaux dans les deux populations. Alors, la règle de décision, on peut la exprimer avec un intervalle de confiance. Donc, on part de la définition de T théorique, qui est donnée ici. Donc, probabilité que la variable T est comprise entre moins T théorique et T théorique vaut 1 moins alpha. Donc, la probabilité que T est inférieur à T théorique, c'est 1 moins alpha sur 2. Donc, T théorique, c'est T en indice 1 moins alpha sur 2. 1 moins alpha sur 2, c'est l'air à gauche. Donc, je pars de cet encadrement et pour avoir l'intervalle de confiance, eh bien, je vais isoler mu1 moins mu2. Donc, je remplace T par son expression. Et ensuite, j'isole mu1 moins mu2. Donc là, je multiplie par sigma chapeau racine partout. J'additionne mu1 moins mu2 partout. J'obtiens ça. Et ensuite, l'encadrement ici qui est à droite, je peux le réécrire ici à gauche, en isolant mu1 moins mu2. Donc, le plus T sigma chapeau racine, je le passe à gauche. Donc ça devient moins T sigma chapeau racine. Et pareil, l'inégalité qui est ici devient celle qui est à droite. Le moins T sigma chapeau racine, je le passe de l'autre côté de l'inégalité. Ça devient plus T sigma chapeau racine. Donc, l'intervalle de confiance de mu1 moins mu2, il est donné par l'expression qui est ici et que je peux calculer avec la calculatrice en faisant A pour x bar 1, moins D pour x bar 2, moins T pour T théorique, et S, c'est sigma chapeau racine. Donc, je peux le faire. Menu 1, A moins D, moins TS, et j'obtiens moins 5,75. Et ensuite, je fais pareil, A moins D, A moins D plus TS. Et j'obtiens 6,46. Faire pareil pour les TI. Donc, A moins D moins TS et A moins D plus TS. Voilà. Donc, à 99% de chance, mu1 moins mu2 appartient à cet intervalle de confiance. Donc, on accepte H0 si on a l'égalité entre les deux moyennes, et donc ça correspond à 0 appartient à l'intervalle de confiance. Donc, la règle de décision, si 0 appartient à l'intervalle de confiance, on accepte H0, et si 0 n'appartient pas à l'intervalle de confiance, on accepte H1. Ici, 0 appartient à l'intervalle de confiance, donc on accepte H0. 0 est une valeur tout à fait plausible pour la différence mu1 moins mu2, puisqu'elle appartient à l'intervalle
des valeurs qui existent avec 99% de chance. À 99% de chance, on sait que mu1 moins mu2 est compris entre moins 5,75 et 6,46. Donc 0 est bien dans cet intervalle, donc c'est une valeur tout à fait plausible, donc on peut accepter H0. Conclusion, au seuil de 0,01, on peut considérer que le poids moyen d'un veau ne dépend pas de sa race. Maintenant, test unilatéral à gauche. On suppose, pour l'hypothèse H0, que le poids moyen d'un veau ne dépend pas de la race, donc mu1 est égal à mu2. Et l'hypothèse alternative, c'est de supposer que mu1 est plus grand que mu2, que le poids moyen d'un veau de race, alors c'était partenaise, hein, et on avait trouvé, c'était au niveau de l'échantillon X bar 1, valait 44,36 kg. Alors que X bar 2, pour la race charolaise, c'était 44,0 kg. Donc, X bar 1 est plus grand que X bar 2, donc du coup, l'hypothèse alternative, c'est mu1 plus grand que mu2. Ensuite, on cherche à former une différence négative pour avoir un test unilatéral à gauche. Donc, du coup, c'est mu2 qui est moins mu1 qui est négatif. Donc, du coup, ici, la variable, ce sera X bar 2 moins X bar 1. Et donc, cette variable, elle suit la loi de Student avec le nombre de degrés de liberté K, qui est le même que pour le test bilatéral. Le risque vaut 0,01, la confiance vaut 0,99. Donc, on va calculer la valeur du T théorique. Donc, on y va donc avec la Casio. Donc, on va aller dans option F5, distribution F2 pour T, inf T. Et là, on met l'air à droite de la limite qu'on cherche. Donc, du coup, nous, ce sera 0,99. Ensuite, on met le nombre de degrés de liberté K. Et ça, on le met en mémoire dans T. Moins 2,49. Pareil ici. Donc, seconde var pour distribution. Le inf T, c'est numéro 4. Et là, on doit mettre l'air à gauche. Donc, 0,01. Nombre de degrés de liberté, c'est K. Et ça, on le met en mémoire dans T. Voilà. Ensuite, donc le T théorique, il est là. C'est donc la valeur qui sépare la zone de confiance de la zone de risque. L'air sous la courbe de la loi de Student à 24 degrés de liberté vaut 1. Et cet air est séparé en une aire centrale qui vaut 0,99 et une aire à gauche, ici, qui vaut 0,01. La valeur T théorique, elle est ici à moins 2,49. Ensuite, on va calculer T observé. Donc, la valeur G, on l'a déjà calculée. Et, le dénominateur qu'on a mis en mémoire dans S, ça a déjà été fait avec le test bilatéral. Donc, là, je ne le refais pas. Et la valeur observée, ça va être donc D moins A divisé par S. Donc, D moins A divisé par S. Et ça, je le mets en mémoire dans W. Donc, on trouve moins 0,164. Pareil ici. D moins A, le tout divisé par S. Je le mets en mémoire dans W. Donc, moins 0,164. Ensuite, pour avoir la valeur P, alors la valeur P, ici j'ai placé T observé qui vaut moins 0,164. La valeur P, c'est l'air à gauche de T observé. Donc, on va intégrer de moins l'infini jusque la valeur observée. Donc, moins l'infini sera représenté par moins 100.
Donc, avec le TCD, on intègre depuis moins 100 jusque la valeur observée W et on indique que le nombre de degrés de liberté vaut K. Donc, ça vous donne la valeur P 0,436. Pareil ici. Seconde barre pour distribution. Donc, student frep. Et donc, on va intégrer depuis moins 100 jusque la valeur observée que j'ai mis en mémoire dans W. Le nombre de degrés de liberté, c'est K. Et on trouve bien 0,436. Donc, ici, l'aire à gauche de T observé vaut 0,436. Alors là, je n'utilise pas la fonction test parce que la fonction test fonctionne toujours avec 1 - 2 et non pas 2 - 1. Donc, je le ferai dans le cadre du test unilatéral à droite. Mais là, pour le test unilatéral à gauche, je ne présente pas la fonction test qui permet de retrouver T observé et P. Parce que ça ne peut se faire qu'avec un test unilatéral à droite, puisque la calculatrice, elle calcule sa variable ici en faisant 1 - 2. Donc, ce sera le cas pour le test unilatéral à droite. Donc, on le fera tout à l'heure. Alors, bien sûr, les valeurs, ce sera exactement celle-ci qu'on trouvera tout à l'heure. Lorsqu'on va faire le test unilatéral à droite, on va retrouver exactement la même valeur P, qui est ici. Simplement, la valeur T observée, ce sera l'opposé, donc ce sera 0,164, et on va retrouver exactement la même chose. Voilà. Pour les règles de décision, alors si T est dans la zone de confiance, donc si T observé est dans la zone de confiance plus grand que T théorique, correspondant à P plus grand que alpha, on accepte H0. Et si T observé est dans la zone de risque donc inférieur ou égal à T théorique, correspondant à P inférieur ou égal à alpha, on accepte H1. Ici, la valeur T observée vaut moins 0,64. C'est plus grand que la valeur T théorique qui était à moins 2,49. Donc, on a T observé plus grand que T théorique. De manière équivalente, on peut dire que la valeur P, qui vaut 0,44, est bien plus grande que le risque alpha qui vaut 0,01. Là, je corrige. Donc, on accepte H0. On voit bien sur la figure ici que la valeur T observée est bien dans la zone de confiance et que la valeur, donc l'aire à gauche de T observé, qui est P, est plus grande que le risque alpha, est nettement plus grande. Là, on est vraiment dans un cas très clair d'accepter H0. Donc, voilà, on obtient l'égalité des poids moyens des veaux dans les deux races. Donc, la conclusion, c'est qu'au seuil de risque 0,01, on peut considérer que le poids moyen d'un veau de race partenaise est identique à celui d'un veau de race charolaise. Donc, l'écart des poids moyens qu'on avait observés au niveau des échantillons, qui était de 357 grammes, puisque dans l'échantillon 1, on avait trouvé 44,357 kg et dans l'échantillon 2, 44,0 kg. Cet écart de 357 grammes entre les poids moyens des veaux de race partenaise et charolaise n'est pas un écart significatif. Cet écart de 357 grammes est insuffisant pour qu'on puisse conclure qu'il y aurait une différence de poids moyen au niveau des populations. Là, on travaille avec des échantillons de faible taille, où le phénomène de fluctuation d'échantillonnage est important, et où il faudrait des écarts bien plus importants qu'un simple 357 grammes ici pour conclure qu'il y aurait une différence des poids moyens entre les deux populations. Donc, la conclusion, c'est que là, avec les données expérimentales dont nous disposons, avec les deux échantillons dont nous disposons, il n'est pas possible de conclure qu'il y aurait une différence de poids moyen des veaux dans les deux races. Alors, on peut réécrire la règle de décision avec un intervalle de confiance. Pour ça, je rappelle d'abord la définition du T théorique, définie comme probabilité que T plus grand que T théorique est égal à 1 moins alpha. Donc, si je passe à l'événement contraire, probabilité que T inférieur ou égal à T théorique, alors là, le égal, je peux l'enlever,
puisque la probabilité que t est égale à t théorique, c'est nul. Donc, ça, c'est vrai pour toute variable aléatoire continue. La probabilité qu'une variable aléatoire continue soit égale à une valeur précise est toujours nulle, puisque l'air sous la courbe, pour cette valeur-là, est nul. Donc là, le égal, j'ai enlevé. Donc, la probabilité de l'événement contraire vaut 1 moins 1 moins alpha, c'est juste alpha. Donc, le t théorique, c'est t en indice alpha, où alpha, c'est l'air à gauche. Alors, à 99% de chance, t est plus grand que t théorique. Parce que là, le 1 moins alpha vaut 0,99. Et cette inégalité, donc, ça correspond à un intervalle de fluctuation d'échantillonnage qui serait t théorique, crochet ouvert jusqu'à plus l'infini. Donc, à 99% de chance, la variable aléatoire t a une valeur numérique qui est dans cet intervalle de fluctuation d'échantillonnage pour t, t théorique plus l'infini. Et maintenant, pour avoir l'intervalle de confiance correspondant, je remplace t par son expression, qui est donnée ici. Et ensuite, j'isole mu2 moins mu1 pour avoir l'intervalle de confiance de mu2 moins mu1. Pour ça, je multiplie par sigma chapeau racine à gauche et à droite. J'additionne mu2 moins mu1 à gauche et à droite. J'obtiens cette inégalité. Et j'isole ensuite mu2 moins mu1. Donc, le plus t sigma chapeau racine, je le passe de l'autre côté. Ça devient moins t sigma chapeau racine. Et j'obtiens l'intervalle de confiance pour mu2 moins mu1, qui est donc l'intervalle qui va de moins l'infini jusque x bar 2 moins x bar 1 moins t sigma chapeau racine. Donc, avec l'aide de la calculatrice, ça correspondra à d moins a moins ts. Donc, on va le faire. Ici, d moins a moins ts. Et on trouve 5,08. On peut faire pareil avec la TI. D moins A moins TS. Et on obtient 5,08. Donc, à 99% de chance, la différence mu2 moins mu1 est inférieure à 5,08 kg. Alors, on va accepter H0, qui correspond à l'égalité des moyennes, et si la valeur 0, qui est mu2 moins mu1, eh bien, appartient à l'intervalle de confiance. Donc, la règle de décision, c'est que si 0 appartient à l'intervalle de confiance, on accepte H0, et si 0 n'appartient pas à l'intervalle de confiance, on accepte H1. Ici, 0, il appartient à l'intervalle de confiance. Qu'à 99% de chance, la différence mu2 moins mu1 est inférieure à 5. 0 fait partie de ces valeurs qui est inférieure à 5. Donc, c'est une valeur tout à fait plausible pour la différence mu2 moins mu1. Donc, on peut considérer que cette différence est nulle. Enfin, 0 est une valeur tout à fait acceptable pour mu2 moins mu1. Donc, on peut accepter H0. mu1 est égal à mu2. Donc, on en conclut qu'au seuil de risque 0,01, on peut considérer que le poids moyen d'un veau de race partenaise est identique à celui d'un veau de race charolève. Maintenant, pour terminer le test unilatéral à droite, donc l'hypothèse nulle, c'est toujours l'égalité des poids moyens des veaux dans les deux races, mu1 est égal à mu2, et l'hypothèse alternative, eh bien, sera mu1 plus grand que mu2, tout comme c'est la même hypothèse alternative que lorsqu'on avait fait le test unilatéral à gauche. Là, le fait qu'on prend supérieur, ça n'a rien à voir avec à gauche ou à droite, c'est lié simplement au fait que x bar 1 est plus grand que x bar 2. On rappelle que x bar 1 était égal à 44,357 kg et x bar 2 était de 44,0 kg. Donc, x bar 1 est plus grand que x bar 2, du coup, mu1 est plus grand que mu2. Maintenant, je cherche à former une différence positive pour avoir une variable aléatoire dont la valeur observée est positive. Donc là, ce sera dans ce sens, x bar 1 moins x bar 2, le tout divisé par sigma chapeau, racine de 1 sur n1 plus 1 sur n2.
Donc là, c'est obligatoire de le prendre dans ce sens. Autant pour le test bilatéral, vous prenez dans ce sens ou dans l'autre, ça n'aura aucune différence pour le traitement du test bilatéral. Autant pour le test unilatéral, là, il faut, suivant qu'on choisit x bar 1 moins x bar 2 ou x bar 2 moins x bar 1, eh bien, on est sur un test unilatéral à droite ou à gauche. Donc là, comme il est à droite, on prend la différence qui est positive, donc x bar 1 moins x bar 2. Donc, cette variable suit la loi de Student dans le nombre de degrés de liberté vaut 24. Le risque vaut alpha qui vaut 0,01, donc la confiance vaut 1 moins alpha qui vaut 0,99. Ici, on représente la densité de probabilité de la variable t, donc qui suit la loi de Student à 24 degrés de liberté. L'air sous cette courbe vaut 1. On sépare cette R en une R à gauche qui vaut 0,99, c'est la confiance. Une R à droite, 0,01, c'est le risque. T théorique, c'est la valeur qu'on lit sur l'axe des abscisses qui sépare la zone de confiance de la zone de risque. Donc, pour calculer cette valeur, on va utiliser la fonction inf_t. Inf_t. Je rappelle le schéma d'accès, c'est option F5 pour stat, F3 pour distribution, F2 pour t, ensuite inf_t, F3. Donc, l'air à droite de la limite qu'on cherche, pour les caseux, c'est toujours l'air à droite. Donc ici, l'air à droite vaut 0,01, virgule, le nombre de degrés de liberté que j'ai mis en mémoire dans K, et ça, je le mets en mémoire dans T, entrée. Donc 2,492. Je vais faire pareil pour la TI. Donc je vais dans seconde distribution. Inf_t, c'est le 4. Et là, je mets l'air à gauche de la limite que je cherche. Donc 0,99. Le nombre de degrés de liberté, c'est K, entrée, entrée. Et cette valeur, je le mets en mémoire dans T. Voilà. Ensuite, je calcule T observé. Alors, c'est exactement comme pour le test bilatéral. Donc, je ne vais pas le refaire. Là, vous avez les formules écrites. Je l'ai déjà mis en mémoire dans V. Je l'ai fait quand j'ai fait le test bilatéral. Donc là, je vous laisse le faire si vous n'aviez pas fait le test bilatéral. C'est le sigma chapeau. Ça a été mis en mémoire dans G. Donc S, ça correspond au dénominateur. Et puis ensuite, vous faites donc A moins D, le tout divisé par S, qui est le dénominateur. Et ça, c'est mis en mémoire dans V. Là, moi, je ne vais pas le refaire parce que je l'ai déjà fait. C'est que dans V, j'ai déjà cette valeur. Là, je peux le vérifier. Si je fais V, j'ai bien la valeur attendue. Et de même ici, si je fais V, eh bien, j'ai bien la valeur attendue. Donc, pour la valeur P, alors, si je place T observé, la valeur P, c'est l'air à droite de T observé. Donc, je vais intégrer depuis V jusque plus l'infini. Donc, ça va donner ici TCD. Je vais intégrer depuis la valeur observée jusque plus l'infini. Et je précise que le nombre de degrés de liberté, c'est K. Et ça me donne la valeur P. Donc, 0,436. Pareil avec la TI. Je vais dans seconde var pour distribution, le 6 pour student f_rect. Donc, j'intègre depuis V jusque 100. Et je précise que le nombre de degrés de liberté, c'est K. Je fais entrer et j'ai la valeur 0,436. Alors là, je vais montrer l'utilisation de la fonction test pour retrouver ces deux valeurs de la valeur observée, T observée, qu'on a trouvé à 0,164, et la valeur P qui est 0,436. Eh bien, comment retrouver ces deux valeurs avec la fonction test de la calculatrice? Donc là, je vais le montrer. Donc là, on va dans menu 2 pour test, F3 pour test. Et là, c'est un test de student, donc F2. Et ensuite, j'ai choisi F2 pour deux échantillons. Alors, data variable, donc F2 pour variable. Ici, mon hypothèse, c'est mu1 plus grand que mu2, donc F3. X bar 1, je l'ai mis en mémoire dans A.
X1, c'est l'estimation ponctuelle de l'écart type dans la population P1, je l'ai mis en mémoire dans C. 14, c'est la taille du premier échantillon. X bar 2, je l'ai mis en mémoire dans D. SX2, c'est estimation ponctuelle de l'écart type dans la population P2, je l'ai mis en mémoire dans F. Taille du deuxième échantillon, 12. Pooled toujours sur ON. Toujours, ça correspond à supposer que sigma 1 est égal à sigma 2 dans les deux populations P1 et P2, et qu'on estime du coup cet écart type supposé égal par sigma chapeau, qu'on a mis en mémoire dans G, et calculé. Donc voilà, ici on retrouve la valeur T observée, et ici la valeur P. Donc si je fais exit et que je fais draw, eh bien j'ai la valeur P qui est représentée par l'air en bleu. Cette valeur, si je tape F2, eh bien P est donné ici. C'est l'air en bleu qui est ici. Exit, si je fais draw et que je tape T, ici j'ai la valeur de T observée. Voilà. Alors, attention que quand on fait ça, du coup, la calculatrice, elle vient de mettre en mémoire cette valeur dans T. Là, si je retourne dans menu 1, eh bien maintenant, vous voyez la valeur T que j'avais là, je l'ai perdue. Là, si je suis à alpha T, maintenant, j'ai la valeur que T qui correspond au T observé. Donc, pour réactiver ça, il suffit que je me place là, je fais Entrée. Voilà. Et du coup, maintenant, la valeur T, elle est à nouveau avec la valeur que je souhaite. Voilà. Alors, ici, voilà donc les touches sur lesquelles il faut appuyer pour utiliser la fonction test. Et j'obtiens donc une valeur ici T observée qui est bien la même que celle que j'avais mis en mémoire dans V, et j'obtiens une valeur P qui est bien la même que celle que j'avais calculée directement. Donc ici, vous avez le graphique, et avec la valeur P qui apparaît, ou la valeur de T observé qui apparaît. À ne pas confondre avec le T théorique, qui est beaucoup plus grand. Alors, juste en remarque, c'est que si on met pooled sur off, au lieu de sur on, eh bien, la calculatrice fait le test avec cette variable aléatoire, une autre, ce n'est pas la même que celle que j'ai utilisée ici, qui suit aussi une loi de Student, dont le nombre de degrés de liberté est donné par cette formule. Donc, si on calcule ce nombre de degrés de liberté, là on trouve 18,11, qui dépend d'un nombre R qui est lui-même donné par cette formule. Et on peut calculer la valeur T observée, T' observée pour cette variable aléatoire, là que j'ai mis en mémoire dans U. Alors, là, je ne vais pas le faire en détail avec la calculatrice, mais vous pourrez le faire si vous voulez. Donc là, on trouve donc U qui est ça. Bon, c'est les mêmes valeurs que lorsqu'on avait fait le test bilatéral. Et pour avoir la valeur P, on intègre depuis cette valeur U jusque plus l'infini 100, et le nombre de degrés de liberté, ici je mets L, c'est plus K, c'est L. Et donc on trouve une valeur P un peu différente. Donc la valeur P, ici, on la trouve là. La valeur T' observée, elle est bien là. Donc avec pool mis sur off, on trouve une valeur observée et une valeur P un peu différente de lorsque c'est mis sur off. Mais moi, je demande à mes étudiants de mettre pooled sur on, correspondant à l'égalité, enfin l'hypothèse d'égalité des écarts types, sigma 1 égale sigma 2, égale estimé par sigma chapeau, qui a été mis en mémoire dans G. Donc, c'est la démarche de droite que j'enseigne ici. Je n'enseigne pas la démarche de gauche, mais simplement ici, j'indiquais qu'elle existe et que la calculatrice peut s'y prendre aussi autrement si on met pool sur off, qui correspond au fait qu'on ne met pas en commun les deux populations au niveau des variances. On considère que les variances sont différentes. Donc, avec la TI, eh bien, allons-y. Donc, avec la TI, donc je vais dans Stat,
test. Là, je vais faire effacer. Donc, je recommence. Donc, stat. Ensuite, je vais dans test. Numéro 4 pour test T, T de student. Et là, si je choisis les données, les valeurs ici, liste 1, liste 2, les fréquences valent 1. L'hypothèse, c'est mu1 plus grand que mu2. Groupé, je le mets à oui, ça correspond à l'hypothèse d'égalité des écarts types sigma égale sigma 2 estimé par sigma chapeau, calculé. Et voilà, j'obtiens ma valeur T observée, la valeur P. Alors, si je reviens, si je refais stat test pour faire le graphique, numéro 4. Donc là, tout ça, ça a été fait. Maintenant, je vais faire dessiner. Entrée. Eh bien, il va faire apparaître la loi de student avec assuré en bleu la valeur P qui vaut 0,44 là. Et la valeur T observée qu'on lit sur les abscisses ici à 0,16. Voilà. Donc, la valeur T observée qui est ici, c'est bien exactement la même que celle qu'on avait mis en mémoire d'Henri. Et la valeur P, c'est bien la même que celle qu'on avait calculée directement. Pour le graphique, ici. Maintenant, juste en remarque, si le groupe P, au lieu d'avoir mis oui, vous aviez mis non, eh bien, la calculatrice aurait fait le test différemment en utilisant cette variable aléatoire qui suit une loi de Student pour le nombre de degrés de liberté donné par cette formule. Donc, on peut calculer ce nombre de degrés de liberté, là je l'ai fait, avec une valeur R ici qu'il faut calculer au préalable, qui est donnée ici. Et du coup, on obtient une nouvelle valeur T' observée donnée par cette formule que j'ai calculée ici, mis en mémoire dans U. C'est la même valeur que celle qu'on trouve pour le test bilatéral. Et j'obtiens donc ça comme valeur observée. Alors, pour la valeur P, je fais l'air à droite de cette valeur. Donc, j'intègre depuis cette valeur jusque plus l'infini et je mets L pour le nombre de degrés de liberté. Je trouve 0,438. Donc, si je mets groupe P à non, vous voyez, on a une valeur P un peu différente qu'ici et la valeur T observée aussi qui est un petit peu différente. Donc, moi, ce n'est pas la démarche de gauche que j'enseigne. J'enseigne la démarche de droite. Donc, j'enseigne avec la démarche du groupé qu'il faut mettre à oui. C'est-à-dire qu'on suppose que les écarts types sigma 1 et sigma 2 sont égaux, qui sont estimés par sigma chapeau. Et donc, on fait le test qui est présenté ici à droite. C'est ce test-là qu'on fait. La règle de décision. Si T observé dans la zone de confiance, donc inférieur à T théorique, correspondant à P plus grand que alpha, on accepte à 0. Si T observé est dans la zone de risque, donc supérieur ou égal à T théorique, correspondant à P plus petit ou égal à alpha, alors on rejette H0 et on accepte H1. Alors ici, la valeur T observée, c'est 0,164, c'est bien plus petit que la valeur T théorique. Et de manière équivalente, on peut dire que la valeur P est plus grande que le risque alpha. Donc, on accepte H0. On le voit bien sur le graphique. Le graphique qui est ici. La valeur T observée est bien dans la zone de confiance. L'aire à droite de T observée est bien plus grande que le risque alpha. Donc, on accepte H0. Donc, accepter H0, ça veut dire qu'on conclut que mu1 est égal à mu2. Donc, on conclut qu'au seuil de risque 0,01, on peut considérer que le poids moyen d'un veau de race partenaise est identique à celui d'un veau de race charolaise. Donc, l'écart des poids moyens qu'on avait observés des échantillons, qui étaient de
357 grammes. Hein, X bar 1 valait 44,357 kg, alors que X bar 2 valait 44,0 kg. Donc, il y avait un écart seulement de 357 grammes. Mais cet écart est beaucoup trop petit pour pouvoir en déduire qu'il y aurait un écart des poids moyens au niveau des populations. Cet écart ici est simplement dû à la fluctuation d'échantillonnage. En plus, là, comme on travaille avec des échantillons de petite taille, le phénomène de fluctuation d'échantillonnage est encore plus important. C'est-à-dire que la fluctuation des variables aléatoires X bar 1, X bar 2 d'un échantillon à un autre est d'autant plus importante qu'ici, on travaille sur des échantillons de petite taille. Donc, cet écart entre X bar 1 et X bar 2 de 357 grammes est un écart beaucoup trop petit pour pouvoir en conclure qu'il y aurait une différence significative entre mu1 et mu2, entre les poids moyens mu1 et mu2 des veaux au niveau des populations. Donc, ce qui est observé, l'écart observé au niveau des échantillons ne s'explique que par le phénomène de fluctuation d'échantillonnage et non par une propriété qui serait intrinsèque aux races des veaux, hein, et qui consisterait à dire que le poids moyen dépendrait des races et ne serait pas le même. Hein. Là, non, ce n'est pas le cas. Hein. Là, l'écart observé au niveau des échantillons est trop petit pour pouvoir considérer qu'au niveau des populations, le poids moyen serait différent pour un veau de race partenaise par rapport au veau de race charolaise. Alors, pour terminer, ici, on va réécrire la règle de décision avec un intervalle de confiance. Donc, je rappelle ici la définition du t théorique. La probabilité que la variable t soit inférieure à t théorique, c'est 1 moins alpha, ici qui valait 0,99. Et donc, ça veut dire que t théorique, c'est t en indice 1 moins alpha, où 1 moins alpha, c'est l'air à gauche. Donc, il y a 99% de chances pour que t soit inférieur à t théorique. Et donc, ça correspond à un intervalle de fluctuation d'échantillonnage pour t, qui est l'intervalle qui va de moins l'infini jusqu'à t théorique, crochet ouvert. Et cet intervalle de fluctuation d'échantillonnage, je vais le transformer en un intervalle de confiance en remplaçant t par son expression. Et maintenant, je vais isoler mu1 moins mu2. Donc, pour isoler mu1 moins mu2, je multiplie par sigma chapeau racine à gauche et à droite. Je l'ai fait là. Et ensuite, j'additionne mu1 moins mu2 à gauche et à droite. J'obtiens donc x bar 1 moins x bar 2 plus petit que mu1 moins mu2 plus t sigma chapeau racine. Et ensuite, je veux isoler mu1 moins mu2. Pour ça, le plus t sigma chapeau racine, je le passe de l'autre côté de l'inégalité, ça devient moins t sigma chapeau racine. Et donc, j'obtiens que mu1 moins mu2, eh bien, à 99% de chance, est plus grand que cette valeur. Donc, ça me donne l'intervalle de confiance pour mu1 moins mu2, qui est donc l'intervalle qui va démarrer à cette valeur et qui va aller ensuite jusque plus l'infini. Donc, cet intervalle de confiance, je peux le calculer. Là, j'ai bien A moins D moins TS. Donc, A moins D moins TS. Le T, c'est le T théorique, que j'ai réactualisé puisqu'il avait été perdu lorsque j'avais fait mon graphique et où, en faisant apparaître T observé, la calculatrice avait mis la valeur de T en mémoire. Je vous rappelle qu'ici, T avait changé de valeur. Alors, je ne sais plus où ça apparaît, mais T avait changé de valeur, donc du coup, j'avais dû le réactualiser. Donc là, A moins D moins TS, ça fait moins 5,08. Pareil ici, seconde mode pour quitter, A moins D moins TS. Voilà, moins 5. Donc, l'intervalle de confiance pour mu1 moins mu2, c'est l'intervalle qui va de moins 5,08 jusqu'à plus l'infini. Donc, à 99% de chance, mu1 moins mu2 appartient à cet intervalle. On accepte l'hypothèse H0 correspondant à l'égalité entre mu1 et mu2 si 0 appartient à cet intervalle de confiance. Donc, règle de décision, si 0 appartient à l'intervalle de confiance, on accepte H0. Si 0 n'appartient pas à l'intervalle de confiance, on accepte H1. Ici, la valeur 0 appartient à l'intervalle de confiance de mu1 moins mu2. mu1 moins mu2 est supérieur à moins 5,1 à 99% de chance. 0 fait partie de ces valeurs qui sont justement supérieures à moins 5,1. Donc 0 est une variable tout à fait plausible pour les différences mu1 moins mu2.
Donc, on peut conclure que mu1 est égal à mu2. 0 est une valeur possible, parmi d'autres, hein, mais en tout cas, celle-là est possible. Donc, on peut accepter l'hypothèse H0. Donc, la conclusion, c'est qu'au seuil de RI 0,01, on peut considérer que le poids moyen d'un veau de race parthennaise est identique à celui d'un veau de race charolaise. Voilà, donc j'ai terminé la présentation du test de comparaison de deux moyennes dans le cas où les variances sont inconnues et dans le cas où au moins un des deux échantillons est de petite taille. Alors, je rappelle que ce test, en fait, il est valable quelle que soit la taille des échantillons. C'est-à-dire que même si les deux échantillons étaient de grande taille, vous pourriez très bien faire ce test. C'est un test exact qui ne repose pas sur des approximations. Par contre, donc l'avantage de ce test, c'est qu'il est exact, mais il repose sur une hypothèse. Ça, je la rappelle du début. Il repose sur l'hypothèse que les variances ou les écarts types sont les mêmes entre les deux populations. Alors, je précise que cette hypothèse peut se tester. On peut tester s'il est plausible de dire que sigma 1 au carré est égal à sigma 2 au carré. C'est le test de comparaison de deux variances qu'il faudrait faire par ailleurs pour voir si cette hypothèse est plausible ou pas. Et si, quand vous faites ce test, eh bien, vous constatez que l'hypothèse n'est pas plausible, dans ce cas-là, cette approche-là, elle n'est pas très pertinente. Alors, je tiens à préciser qu'on peut toujours s'arranger dans un test. Quand on fait un test de comparaison de deux variances, qu'on compare sigma 1 au carré avec sigma 2 au carré, on peut toujours s'arranger pour accepter H0. Il suffit de prendre le risque plus petit que la valeur P. Donc, c'est toujours possible. Mais tout va dépendre quand même de la valeur P. Parce que si vous avez une grande valeur P, de prendre le risque plus petit, ce sera tout à fait envisageable. Si notamment P, quand vous faites le test de comparaison des deux variances, vous trouvez une valeur P qui est plus grande que 0,05, du coup, le risque, comme lui, le risque, il ne peut pas dépasser 0,05. Le risque alpha, il sera forcément plus petit que P. Et donc, dans ce cas, vous allez forcément accepter H0, donc vous allez accepter l'égalité. Donc, cette hypothèse sera considérée comme acceptable si la valeur P associée à ce test est plus grande que 0,05. Par contre, si le P est plus petit que 0,05, vous ne pourrez accepter l'hypothèse H0 que si vous prenez une valeur alpha plus petite que P. Alors, si quand vous faites ce test, là, vous trouvez une valeur P vraiment très faible, je ne sais pas, de l'ordre, mettons, de 10-3, là, ça devient un petit peu compliqué. C'est toujours possible d'un point de vue théorique, mais c'est difficile de le justifier. Pourquoi est-ce qu'on prendrait un risque aussi faible? Mais dans l'absolu, en tout cas d'un point de vue théorique, on peut toujours s'arranger pour choisir alpha de sorte qu'on puisse accepter cette hypothèse. Sauf que dans certains cas, il faudra peut-être prendre une valeur de alpha pour ce test-là, qui sera très petite. Il faudra toujours la prendre plus petite que la valeur P. Parce que dès que le risque alpha est plus grand que P, vous êtes obligé d'accepter H1. Donc, voilà, ça c'est à savoir. Mais bon, en supposant donc, que cette hypothèse est acceptable, donc on a pris une valeur alpha qui était donc plus petite que P, permettant d'accepter l'hypothèse H0 d'égalité des variances, et bien dans ce cas, on considère que cette hypothèse est acceptable, et dans ce cas, ce test-là, lui, il est tout à fait acceptable. Alors, la valeur alpha qu'on prend pour ce test, on peut très bien la prendre différente de la valeur alpha qu'on fait pour ce test-là. Ce sont deux tests qu'on peut considérer comme indépendants l'un de l'autre, et on n'est pas obligé de prendre la même valeur de alpha pour les deux tests. Donc là, si vous êtes obligé, contraint de prendre une valeur alpha très faible pour qu'elle devienne plus petite que P pour pouvoir accepter cette hypothèse, c'est OK. Et là, vous pouvez prendre une valeur du risque alpha un peu plus grande pour faire ce test-là. Donc, voilà, j'ai terminé ce test. Donc, je rappelle que ce test est valable, en fait, quelle que soit la taille des échantillons, mais que dans la pratique, on l'utilise plutôt quand au moins l'un des deux échantillons est de petite taille, puisque
dans la pratique, lorsque les deux échantillons sont de grande taille, on préfère faire ce test-là, qui est un test approximatif. Alors, il a le défaut d'être approximatif, puisque là, cette variable suit approximativement n, mais il a l'avantage de rien supposer sur les variances dans les populations P1 et P2. On n'est pas contraint, avec ce test-là, d'émettre une hypothèse sur les variances dans les populations P1 et P2. Elles sont inconnues, mais on n'est pas obligé, ici, de les supposer égales pour pouvoir faire ce test. Donc l'avantage de ce test ici, hein, c'est qu'on n'est pas contraint à cette hypothèse d'égalité des variances. Le désavantage, c'est qu'il est approximatif. L'approximation est d'autant meilleure que les échantillons seront de grande taille. Et plus leur taille est grande, hein, plus elle dépasse 30 et de loin, et meilleure sera cette approximation, parce que vos échantillons deviennent de plus en plus représentatifs des populations. Et donc, du coup, les estimations ponctuelles deviennent un reflet de plus en plus précis des fameuses variances inconnues dans les populations P1. Donc, cette variable aléatoire U prend une valeur numérique qui est de plus en plus proche de la variable U qui est ici. Et du coup, le fait que cette variable suit la loi normale, sans trait réduit, devient quelque chose de plus en plus précis. Voilà. Donc, voilà, là j'ai terminé la présentation du test de comparaison de moyenne. Donc, j'ai fait 3 vidéos sur ce sujet. Et donc, ça, c'était la dernière sur ce sujet de comparaison de moyenne. Alors, il y en aura une que je ferai un peu plus tard. C'est lorsqu'on va comparer donc deux moyennes qui viennent de populations, mais dans le cas où les deux échantillons étudiés sont appariés. C'est-à-dire que en fait, ce sont les mêmes individus dans les deux échantillons, mais considérés dans des contextes ou des conditions différentes. Par exemple, ce n'est pas les mêmes animaux, mais en été et en hiver, par exemple. Mais ce sont les mêmes. C'est-à-dire que dans votre échantillon, vous auriez un échantillon de taille 20, et du coup, un autre échantillon de même taille 20. Donc, c'est les mêmes animaux, mais considérés à deux époques différentes de l'année. Et on veut comparer, je ne sais pas, par exemple, le GMQ. Donc là, on est sur des échantillons qui sont appariés. Donc, les variables x bar 1 et x bar 2, elles ne sont plus indépendantes. Donc, on ne peut plus supposer que les variables x bar 1 et x bar 2 sont indépendantes. Donc ici, cette implication n'est plus valable. Comme les variables x bar 1 et x bar 2 sont dépendantes, puisqu'elles sont associées en fait au même animal, là, par exemple, ce serait le GMQ moyen des animaux en été, là, le GMQ moyen des animaux en hiver, et x1 et x2, en fait, sont les GMQ associés au même animal. Donc, du coup, ces deux variables ici, elles deviennent dépendantes l'une de l'autre. Et du coup, eh bien, ici, on n'a plus le droit de sommer les variances pour avoir la variance résultante de la variable aléatoire x bar 1 moins x bar 2. Le fait que l'espérance de cette variable aléatoire soit égale à mu1 moins mu2, ça reste vrai. Les espérances d'une somme ou d'une différence sont toujours égales aux sommes ou différences des espérances. Ça, c'est vrai que les variables soient dépendantes ou pas. Par contre, pour la variance, eh bien, la variance d'une somme ou d'une différence, ça n'est égal à la somme des variances que lorsque les variables sont indépendantes. Donc ici, ça, ce ne sera plus vrai dans le cas où on travaille avec deux échantillons appariés, où donc les variables aléatoires associées sont donc dépendantes l'une de l'autre. Et donc, il faudra s'y prendre autrement pour comparer les moyennes mu1 et mu2 dans le cas donc, de deux populations qui sont appariées, en fait, parce qu'elles correspondent en fait aux mêmes individus, mais considérées dans des contextes ou des circonstances différents. Donc ça, ce sera l'objet d'une vidéo qui sera intitulée « Test de comparaison de deux moyennes à partir de séries appariées ».
Et j'aurai l'occasion certainement aussi de faire une autre vidéo dans laquelle j'expliquerai comment on fait pour comparer plus que deux moyennes. Lorsque, par exemple, on veut comparer 3, 4 ou 5 moyennes, enfin plus que deux, enfin à partir de 3, eh bien, à ce moment-là, il y a une technique particulière qui s'appelle l'analyse de variance qui permet de voir si des moyennes sont significativement différentes les unes des autres ou permet d'identifier s'il y a une différence significative parmi au moins deux moyennes au sein d'un ensemble de moyennes qui en contient au moins trois. Donc ça, ce sera aussi l'objet d'un autre chapitre. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo et je vous dis à bientôt.